Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, l'invité que nous recevons est un Canadien d'origine haïtienne et qui évolue actuellement au club du Sporting Club Nashville. Il s'agit de Woubens Spacius. Salut Woubens, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, super. Premièrement, je voudrais te remercier d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ouais, merci à toi déjà pour l'invitation, c'est sûr que ça fait plaisir. Merci. Donc, peux-tu te présenter brièvement? Je m'appelle Woubens Spacius, j'ai 23 ans. Je suis un attaquant. Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Terrebonne, un peu au nord de l'île de Montréal. Et voilà, comme j'ai dit maintenant, j'évolue à Nashville aux États-Unis. Donc, c'est un peu moi. Super. Alors, tu es un joueur canadien d'origine haïtienne, comme je l'ai dit un peu avant, qui a grandi à Terrebonne. Mais à quel moment tu as vraiment découvert le foot? Ouais, c'était, je vais dire quoi, dans les alentours de 5-6 ans, si je me trompe pas. Mes parents, ils voulaient un peu m'inscrire dans un sport, donc j'ai essayé le baseball, j'avais pas trop aimé. J'ai fait du karaté pendant plusieurs années. C'était bien, mais c'était pas une passion vraiment. Je pense que c'était plus mes parents qui voulaient m'apprendre certaines bases. Et je pense que le karaté, c'était une bonne façon d'apprendre certaines bases d'autodéfense ou simplement de la vie de tous les jours. J'ai aussi joué au hockey pendant 4 ans, mais vraiment, c'est au soccer que j'avais le plus de plaisir. Et je pense que aussi j'avais le plus de talent. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'autour de 4-5 ans. Je dirais, ouais. Alors, je sais que tout ce... Parce qu'il y a une grande communauté haïtienne, tu vois, ici à Montréal. Voilà. Alors, moi qui côtoie aussi beaucoup de personnes de cette communauté-là, je sais que vous aimez beaucoup le foot. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier dans ta famille, tu vois, tes parents, qui t'ont influencé? Ouais, je dirais plus mon père. C'est sûr que mon père, il aime beaucoup le soccer. Je pense pas que c'est un accro comme moi, par exemple. Mais c'est sûr qu'il a quand même une certaine passion pour le soccer. Et je pense que naturellement, ça s'est transmis. Donc, je pourrais dire ça. Mais sinon, dans la famille, même si, comme vous avez dit, les Haïtiens sont très, très fanatiques soccer, moi, mes cousins, ils jouent tous au basket. J'ai même une cousine qui joue professionnelle au basket en Espagne. Okay. Donc, la famille suit beaucoup le basket. Mais bon, maintenant que je suis bien ancré dans le soccer, ils suivent aussi le soccer. C'est comment qu'elle s'appelle, sans indiscrétion? Jessica Fekir. On va faire des recherches. Ouais. Non, c'est bien. Justement, qu'est-ce qui, selon toi, a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, moi, en continuant à travailler, je peux éventuellement devenir un joueur professionnel? Ou du moins, j'ai le potentiel, tu vois. Ouais. Dans le fond, comme j'ai dit, j'ai joué au soccer depuis que j'ai 5 ans. Et j'avais toujours une certaine facilité. C'était naturel un peu pour moi de jouer au soccer. J'avais de la facilité à marquer. Aussi, quand on est plus jeune, il n'y a pas trop de positions, donc j'étais quand même à l'aise un peu partout sur le terrain. Mais c'est plus à l'académie de l'Impact de Montréal, qui est maintenant l'académie du CF, que j'ai vraiment pu avoir ce déclic-là que je voulais vraiment être un joueur de soccer professionnel. Quand j'étais plus jeune, c'est sûr que c'était un rêve. Mais je me prenais pas trop la tête. Mais vraiment, à l'académie, je dirais vers 15-16 ans, que j'ai vraiment eu ce déclic, en fait, que ouais, il y a un talent, mais que je dois aussi mettre du mien pour peut-être y arriver. Alors, j'en profite parce que là, tu m'as fait une petite passe décisive. Donc, merci pour ça. Mais c'est quoi la différence pour toi entre un rêve et un objectif? Parce que, tu vois, tu m'as parlé de ton rêve qui était de devenir joueur professionnel. Mais qu'est-ce qui a fait la différence justement pour que tu puisses se rendre à ce niveau-là? Je pense que la différence, en fait, dans un rêve, pour moi, c'est que tu y penses. Tu te dis toujours que ça serait merveilleux si tu arrives à ce rêve. Dans le fond, mais un objectif, c'est plus une mission, si je pourrais dire. T'as l'objectif qui est en tête, mais tu te mets un plan et tu y vas jour après jour. Tu essaies de te rapprocher
de l'objectif en suivant un plan, même si parfois il peut y avoir des embûches en milieu de chemin. Mais tu mets ces étapes en place pour pouvoir arriver à cet objectif. Il y a un mot en particulier que tu as utilisé, tu as dit mission. Pour toi, c'est quoi être en mission? Être en mission, c'est vraiment avoir la détermination, en fait. De vraiment... tu as l'objectif en tête et comme je l'ai dit un peu plus tôt, peu importe les embûches, les épreuves qu'on peut faire face, tu te dis que, comme j'ai dit, tu as une mission et tu fonces et qu'il n'y a rien vraiment qui peut réellement t'ébranler, si je pourrais dire. Bon, tu as expliqué que tu as occupé essentiellement la position d'attaquant. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'on a toujours un modèle ou du moins un joueur que tu as pris comme exemple. Après, bon, il se peut que ce soit un joueur ou plusieurs joueurs, mais c'est qui les joueurs en particulier, justement, tu vois, que tu as pris comme modèle, toi? Ben moi, c'est quand même spécial parce que moi, à la base, maintenant, c'est sûr que je suis un attaquant de pointe, mais vraiment, quand j'étais plus jeune et même quand j'ai intégré l'académie, j'étais à la position d'ailier. Okay. Donc, moi, mon joueur préféré quand j'étais plus jeune, c'était Ronaldinho. Et même maintenant, depuis la vibe de Neymar, Neymar il reste toujours mon joueur préféré actuel. Mais en tant qu'attaquant de pointe, j'ai beaucoup aimé les années de Luis Suarez. Okay. Dans sa fin de période à Liverpool jusqu'au Barça. Ça a été pour moi le meilleur attaquant de la dernière décennie, si je pourrais dire. Mais c'est sûr qu'il y a des attaquants comme Benzema qui sont bons dans le jeu, pas juste qui marquent des buts, mais qui sont bons dans le jeu comme Suarez. C'est des joueurs que j'ai quand même beaucoup regardé. Lewandowski, Cavani, c'est des attaquants vraiment que j'ai pris plaisir à regarder et que un peu, j'essaie de prendre un peu ce qu'il faisait sur le terrain pour le mettre sur mon jeu, en fait. D'accord. Alors, c'est sûr que tu as passé quand même pas mal d'années donc, dans ton club, tu vois, qui était du côté de Terrebonne. Je pense que c'est FC Assomption, si je ne me trompe pas. Ouais, ben, j'ai fait le club de soccer de Terrebonne pendant plusieurs années et j'avais peut-être 10, 11 ans, peut-être 11, 12 ans où est-ce que j'ai été à l'Assomption, puisqu'eux, ils avaient un 3 avec l'année au-dessus, alors que Terrebonne ne l'avait pas. Donc, j'avais été pendant une courte période quand même, mais j'ai été pendant quelques années à l'Assomption. Ouais. D'accord. Mais justement, c'est quoi la différence? C'est quoi on va dire, les différences qui t'ont frappé donc, entre l'Assomption et entre l'académie du CF Montréal? Ben, c'est sûr que quand j'étais encore à l'Assomption, c'était encore un club amateur. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs avec du talent. Mais après, voilà, on joue parce qu'on a du plaisir, on est avec les amis, on a été capable de faire le 3, etc. Alors que vraiment, quand on rentre à l'académie, on sent que c'est plus juste du plaisir ou c'est plus juste pour le fun, en fait. C'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'il y a un objectif. Même si c'est quand même assez tôt, à 13 ans, peut-être qu'on ne comprend pas réellement c'est quoi l'enjeu d'être à l'académie. C'est sûr que tu te fais des amis aussi, donc tu es heureux d'être avec tes amis, etc. Mais vraiment, à l'académie, tu es dans un environnement professionnel. Tu vois, t'as notre catégorie d'âge, tu regardes en haut, tu as les plus vieux, ensuite les plus vieux encore, et après, tu as la première équipe. Donc, tu regardes toujours un peu en haut pour voir comment ça se passe et pour éventuellement faire partie des 2-3 derniers qui peuvent potentiellement signer avec la première équipe. D'accord. Alors, justement, quand tu as intégré le CF, est-ce que ton adaptation était facile ou est-ce qu'elle était difficile? Et je vais aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui a été facile pour toi et qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Et la troisième question, toujours par rapport à ça, c'est comment tu as fait pour t'adapter? Honnêtement, pour moi, ça a été quand même très facile. Sans me lancer des fleurs, je pense que je suis capable vraiment de m'adapter à un peu toutes les situations. Lorsque, par exemple, j'arrive à un nouveau club, c'est pas vraiment difficile pour moi de me faire des amis, si je pourrais dire. Mais je pense qu'un truc qui est cool avec le soccer, c'est que c'est plus facile de se faire des amis parce qu'on joue ensemble. C'est pas, par exemple, quand on va à l'école, on change de quartier ou quoi que ce soit.
c'est un peu plus difficile, surtout quand on est jeune, on ne veut pas approcher les autres. Au soccer, tu es obligé de jouer avec les autres, tu es obligé de parler avec tes coéquipiers. Donc, ça a vraiment été, comme j'ai dit, facile pour moi de s'adapter. Donc, voilà, ça n'a pas trop été difficile. Et comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment grâce au soccer en tant que tel que ça a été facile, en fait. Maintenant, toujours par rapport à ça, est-ce que, justement, le fait, tu vois, d'intégrer le CF Montréal, est-ce que c'était déjà un objectif pour toi? Est-ce que c'était dans ta tête déjà avant que tu puisses l'intégrer? Ou alors, tu t'es dit, ben regarde, je vais continuer à prendre du plaisir et après, advienne que pourra? En vrai, de vrai, quand j'étais plus jeune, pas vraiment. En toute honnêteté, je savais pas trop c'était quoi. Je pense que j'en ai entendu parler pour la première fois, peut-être j'avais 11 ans, si je me trompe pas. Je jouais un match comme ça. Et je pense qu'il y a le recruteur de l'académie du CF, de l'Impact, en fond, dans le temps, qui s'appelait Jean-Yves Grenouillat, si je ne me trompe pas, qui était venu voir un de mes matchs. En fait, quelques-uns de mes matchs, mais à une journée précise, il est allé parler avec mes parents. Et donc, il leur a offert sa carte d'affaires. Donc, c'est sûr qu'après cette journée, je savais un peu plus c'est quoi. Mes parents m'en avaient parlé. Donc, c'est sûr que c'était un peu en arrière de ma tête. Je savais que c'était quoi. Mais sinon, non, c'était même pas vraiment un objectif. C'est venu sur mon chemin. Et vraiment, quand j'ai appris qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça pouvait amener, c'est là vraiment que j'ai dit, ouais, OK, ça peut être pas mal. Donc, peut-être on va l'essayer. En fait, tu sais pourquoi je te pose cette question? C'est tout simplement parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Peut-être aussi par rapport à mon expérience personnelle, parce qu'on en avait déjà discuté un peu en aparté. Moi, j'ai grandi en Belgique. Je suis passé par, notamment, tu vois, par le centre de formation d'Anderlecht. Ça a été une super expérience. Malheureusement, j'ai pas pu devenir professionnel, tu vois, comme toi, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je me sers beaucoup de cette expérience maintenant, depuis que je suis passé de l'autre côté en tant que coach. Alors, ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est que certains joueurs, tu vois, sont plus propices au changement d'environnement, tu vois. Certains joueurs aussi, ils ont tendance à, tu vois, se fixer des objectifs, même très tôt, 12-13 ans. Ils ont même tendance à se préparer déjà pour ce qui va arriver. Ce qui fait que maintenant, quand ils se retrouvent dans la situation, justement, tu vois, de changer d'environnement, tu vois, un peu comme toi, l'adaptation est très, très rapide. Mais moi, je voudrais avoir un peu ton avis, c'est par rapport à ça. Pour moi, je trouve que c'est sûr que si je prends ton exemple, ça, c'est de ce que j'ai entendu. Je pense que vraiment, le foot en Europe, c'est une autre game. Encore une fois, de ce que j'ai entendu, je sais pas. Mais parfois, quand tu rentres dans le centre de formation, surtout quand les jeunes ils sont assez jeunes, c'est quand même difficile. Il y a déjà les groupes d'amis, surtout, comme j'ai dit, en Belgique, en France, où est-ce que le foot, c'est ancré dans la tête des jeunes depuis qu'ils ont 4-5 ans. Des fois, il y a déjà des petites clés et quand ils voient un nouveau jeune, c'est plus difficile, tu vois. Donc, je pense que cette période de préparation-là, elle est peut-être plus importante dans cet environnement-là. Mais moi, vraiment, à Montréal, pas nécessairement qu'on n'a pas cette mentalité-là, mais je pense que je suis quand même rentré dans une période où il y a plusieurs joueurs qui sont rentrés en même temps. Donc, il y avait plusieurs nouveaux. Ça a vraiment été facile, mais moi, personnellement, j'ai pas nécessairement eu de période d'adaptation, mais je pense que ça dépend de chacun. Peut-être qu'il y en a qui ont moins de facilité à s'intégrer, donc ils ont besoin justement de se préparer et d'avoir cette période de préparation. Tout comme pour d'autres personnes, par exemple comme moi, où est-ce que ça va quand même assez naturel. Okay. Alors tout à l'heure, tu as dit que, et d'ailleurs tu l'as mentionné encore, c'est que tu avais une certaine facilité à te faire des amis. Alors ça, c'est aussi une question parfois que je me pose souvent. Est-ce que selon toi, c'est important, tu vois, d'avoir ce skill social, justement, pour pouvoir t'intégrer facilement dans un groupe? Je pense pas que c'est une obligation, c'est pas nécessaire, mais je pense définitivement que c'est un avantage. Parce que, comme je l'ai dit, ça te facilite de faire la socialisation avec les coéquipiers, avec les amis. Et aussi, j'ai jamais été vraiment le capitaine d'une équipe, mais j'étais toujours un peu, si je peux dire, un peu dans le groupe
des capitaines ou si je n'étais pas dans le groupe, j'étais quand même assez proche pour pouvoir parler avec eux. Donc, je pense que quand tu as cette facilité-là, ça peut te donner certaines responsabilités. Comme j'ai dit, pour être capitaine, ou même si tu n'es pas capitaine, mais au moins tu es autour de ceux qui sont considérés comme capitaines. Mais justement, là, tu m'as fait encore une deuxième passe décisive. C'est mieux ça. Mais est-ce que pour toi, c'est important pour un joueur de foot de haut niveau? Et quand je dis joueur de foot de haut niveau, je parle vraiment, tu vois, de manière générale. Je m'explique. Tu as des joueurs de foot de haut niveau, tu vois, qui sont plus, tu vois, à l'académie, mais tu sais, qui évoluent quand même déjà à un certain niveau, qui évoluent contre les meilleures équipes de leur âge. Et puis, tu as un joueur de haut niveau, comme c'est le cas pour toi. Mais est-ce que, pour toi, allez, après, c'est sûr, tu vois, que dans un groupe de joueurs, c'est pas tous les joueurs qui sont des leaders. Et puis même au niveau du leadership, tu vois, parfois il est différent. Tu as des joueurs qui sont leaders par la parole, tu en as d'autres, tu vois, qui sont plus leaders, tu vois, par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Mais est-ce que pour toi, c'est important d'avoir des qualités de leadership? Ouais, comme j'ai dit, c'est important, surtout s'il y a des jeunes joueurs qui aspirent à être des capitaines ou avoir certaines responsabilités-là. Mais même si c'est pas pour être capitaine, je pense que c'est important d'avoir, comme vous avez dit, ces qualités de leadership. Comme ça aide en fait au collectif, dans le fond. Pour moi, je trouve que c'est mieux d'avoir plusieurs petits leaders pour faire dans un groupe que juste avoir un seul et tout le monde suit. Exact. Donc, si tout le monde peut mettre du sien, je pense que c'est pour le mieux du groupe et encore une fois, c'est un avantage d'avoir ces qualités-là. Alors, donc, tu m'as expliqué que ton adaptation était quand même assez bonne. Tu as réussi à t'adapter très très rapidement, tu vois, quand tu étais avec CF Montréal. Mais tu as aussi une période, on va dire, un peu plus grisâtre, où cette période, c'était 2018-2019, où tu as fait presque 1 an et demi en dehors des terrains. Alors moi, la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête durant cette période et comment tu as réussi non seulement à y faire face, mais aussi à revenir à ton meilleur niveau? Ouais, ça a été une période très difficile, comme vous l'avez dit. Pour moi, c'était une période qui était très importante parce que dans le temps, j'avais dans l'entour de 17 ans. Et on sortait de très bonnes saisons avec notre catégorie d'âge en USSDA. USSDA, dans le temps, c'était la MLS Next, en fait. Donc, la ligue qu'on jouait. Dans la même année, on a été en mesure d'arriver 4e à la GA Cup. Et on a aussi... on était arrivé en demi-finale de la USSDA. On avait perdu contre Atlanta, mais on avait fait une très belle saison. Donc, il y avait déjà les coachs de la première équipe qui avaient déjà un œil sur moi. Et c'est ça, dans le fond, j'avais été invité à la pré-saison de l'année qui suit, dans le fond. Donc, pour pouvoir intégrer le camp de pré-saison. Mais aux alentours de novembre, j'ai une blessure. Ça s'appelle une ostéochondrite disséquante. Dans le fond, c'est une partie du fémur qui a été fracturée ou brisée. Et cette partie-là, elle flottait dans mon genou, dans le fond. Et des fois, le morceau, il allait dans l'articulation de mon genou. Donc, je pouvais plus extendre mon pied ou sinon, ça faisait extrêmement mal. Je pouvais même plus marcher. Donc, ça a été très difficile parce que j'ai manqué cette pré-saison-là. Dans le temps, on pensait peut-être que ça allait être un truc de 3 à 4 mois, mais ça a été beaucoup plus long. L'opération, elle a été difficile parce qu'on voyait certaines choses dans l'IRM, dans le fond, qui est comme une radiographie. Mais quand le chirurgien il a ouvert mon genou, il a vu que le morceau il était plus gros qu'on pensait qu'il était. Donc la chirurgie elle a dû être un peu plus difficile, un peu plus dure. Donc voilà, juste pour ce genou-là, j'ai raté un bon 6-7 mois. Et dans le fond, quand on était rendu au moment pour me clear, pour pouvoir reprendre, on a regardé les deux genoux un peu pour les comparer dans le fond, pour voir si tout était correct des deux côtés. Et on voyait déjà que dans l'autre genou, qui n'avait pas été opéré, il y avait déjà un début de fracture pratiquement pareil comme
j'avais eu dans le genou précédent. Donc, avec mes parents et le chirurgien, on a décidé de prévenir et de déjà faire l'opération. Donc, ça a été un autre 5-6 mois. Et ensuite, avec la réhabilitation, tout ça, ça a été quand même assez long, donc un bon 14-15 mois. Donc, ça a été difficile. Mais bon, j'avais ma famille qui était avec moi, qui m'ont beaucoup supporté. Et aussi, chez nous, on est très croyants. On croit beaucoup en Dieu, en Jésus. Et je pense que ça a été aussi une raison de pourquoi j'ai été en mesure de passer à travers. On a pu être en mesure de trouver de la force en lui. Et voilà. Excellent. Ah non, mais c'est sûr, la foi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, donc je te file à ce niveau-là. Il faut. Ouais. Mais justement, après toute cette période, donc ce que tu as expliqué, c'est que tu as eu l'occasion d'intégrer donc le camp d'entraînement de l'équipe première. Voilà. Est-ce que tu l'avais intégré une deuxième fois? Ouais. Après? Ouais, donc c'est ça. Donc après cette période-là, après il y a eu le COVID qui est venu en même temps, exact. Donc c'était un peu compliqué. Mais ouais, j'avais été en mesure de l'intégrer. Je pense que c'était la pré-saison pour la saison 2021. Exact. Donc je l'ai intégré, ça s'est bien passé. C'était dans le fond, dans la période où est-ce que Thierry Henry partait et que coach Wilfried a pris un peu les rênes de l'équipe. Donc ça l'a très bien été. Honnêtement, je pensais pas que ça allait aller aussi bien. Surtout, comme je disais, avec la blessure. En plus, puisque c'était en période de COVID, on ne jouait pas nécessairement de match. Il y avait des restrictions par rapport aux entraînements. Donc, c'était difficile. Mais tu sais, quand on allait avec la première équipe, ils avaient certaines restrictions que dans le fond, ils ont été en mesure de contourner puisque c'était une équipe professionnelle. Ils devaient jouer, tout ça. Donc, c'était bien. J'avais bien aimé. Et justement, quand tu as fait ce camp de pré-saison, le deuxième, quels étaient les joueurs qui t'avaient vraiment impressionné? C'est sûr que Wanyama, c'était quand même assez impressionnant. Tu sais, c'est un joueur qu'on a, surtout pour ma génération, qu'on a vu à Tottenham, en Angleterre, ou à Celtics, en Écosse. C'était un grand joueur, donc de pouvoir être à côté, de voir à quel point vraiment il est costaud, il est grand, c'était assez impressionnant. Mais sinon, le niveau d'un peu tout le monde, c'était assez propre. On les voit à la télé, parfois on pense que c'est facile, on se dit toujours qu'on pourrait jouer avec eux, mais vraiment, sur le terrain, ça va vite. Que ce soit dans les petits détails, première touche, passe, la vitesse de dribble, c'était vraiment pas mal. Donc, je dirais Wanyama, mais encore une fois, le groupe au complet était assez fort. Même en MLS? Même en MLS. Ouais, c'est ça qu'on pense. Hein. Des fois, je suis sur TikTok, là, les Français, ils aiment ça allumer les gars de MLS. Hein. Ben ouais, clairement. Mais les Européens. Ouais, parce que moi qui viens de la Belgique, je peux t'assurer que quand tu entends parfois, tu vois, certains de mes amis et tout ça. Mais quoique maintenant, avec le temps, ils ont commencé à avoir un peu plus de respect parce qu'ils se sont rendus compte qu'au final, on a quand même des joueurs de qualité ici. Surtout dernièrement avec tous les transferts, les Bombito, Ismaël Koné, voilà, et puis Zachary Boguiar aussi. Enfin, la liste elle est longue, tu vois. Mais non, ils commencent à avoir plus de respect. Mais même quand moi j'expliquais que je venais ici particulièrement pour ça, c'est limite si on se foutait de moi, tu vois. C'est sûr. Mais aujourd'hui, le discours il a changé, tu vois. Non, et puis moi je le dis toujours. Tu sais, Montréal c'est une métropole. C'est un peu comme Bruxelles, c'est comme Paris, comme New York. Voilà, et tu as toujours. Puis tu sais, c'est des villes aussi qui ont beaucoup de mixité. Tu vois, c'est beaucoup de population et tout ça, tu vois, qui viennent d'ailleurs, et notamment des pays, tu vois, où c'est le football qui est le sport numéro 1, tu vois. Donc c'est sûr que ça, après, ça crée des pépites, hein. Ah, bah oui, et voilà, et t'en es la preuve. C'est sûr, on le voit, et je pense que c'est très bien qu'il y a
cette ascension un peu aussi ici au Canada. On voit qu'il y a de plus en plus de bons joueurs qui sont en mesure de faire le saut en Europe. Et je pense que c'est bien aussi pour la génération qui pousse derrière. On voit qu'ils sont un peu plus concernés aussi par le projet. Tu vois que je disais peut-être que moi, je l'ai eu à 14-15 ans, le déclic, mais on dirait maintenant, ils commencent à l'avoir peut-être vers 12, 11, 12 ans. Donc, c'est vraiment pas mal. Non, franchement. Mais justement, là maintenant, donc tu passes à Forge. Mais avant qu'on aille dans les détails, est-ce que tu peux m'expliquer vraiment qu'est-ce qui a fait en sorte, tu vois, que ce deal se fasse? Ouais, dans le fond, comme j'ai dit, j'avais fait la pré-saison avec le CF. Pour différentes raisons, on était en période de COVID. Peut-être je n'étais pas nécessairement le profil exact qu'ils cherchaient ou quoi que ce soit. Dans le fond, à la fin du camp de pré-saison, ils m'ont dit comme quoi ils voulaient que je reste quand même dans le club, mais que j'allais pas avoir un contrat direct avec la première équipe. Donc, dans le temps, il y avait encore la réserve. Donc, ils m'ont dit, on veut te garder, ça a été une belle pré-saison, etc., mais tu vas pas être en mesure d'avoir un contrat maintenant. Donc, c'est sûr que quand j'avais entendu ça, j'étais un peu déçu, parce que je trouve que j'avais fait une belle pré-saison. Dans les petits matchs qu'on faisait entre nous, j'avais été en mesure de marquer, de me faire quand même valoriser. J'étais quand même, je pense, assez apprécié des joueurs qui étaient déjà là. C'est sûr que j'en connaissais déjà de l'académie. Par exemple, Zako, il n'a pas nécessairement été à l'académie, mais il était proche avec Mathieu Chouanière, tous ces joueurs-là. Donc, Clément Baya dans le temps. Voilà, bref. Directement après, on attend, on regarde un peu comment les choses se passent. À un moment donné, je reçois un appel d'Olivier Renard, qui était le directeur sportif du CF dans le temps. Et il me dit, bon, moi, je fais pas ça habituellement. J'ai bien aimé ta pré-saison. J'aurais aimé te signer, mais encore une fois, pour différentes raisons, on va pas le faire. Ce que je te propose, par exemple, c'est que je peux directement te mettre en contact avec Forge FC, qui est en CPL. C'est un bon club, ils ont déjà gagné l'année précédente. Je connais quand même bien les personnes là-bas. Je pense que ça pourrait être un bon tremplin pour toi. Et si jamais ça se passe bien, peut-être qu'on pourrait te rappeler, on ne sait jamais. Donc, il y a eu cette discussion-là avec moi. Ensuite, on a eu la discussion avec mon agent et on a été là-bas. C'est ça. Et justement, après ça, déjà, comme tu l'as dit, parce que tu l'as mentionné, tu vois que toi, tu voulais rester à Montréal, surtout que, voilà, c'est ta ville et tout ça. Je pense que c'est le rêve de tous les joueurs de l'académie, tu vois, de pouvoir représenter Montréal. Mais maintenant, tu sais, bon, déjà, comment tu l'acceptes? Et puis, donc, après ça, c'est comment que tu t'es préparé mentalement, tu vois, pour passer à l'étape suivante, tu vois, qui était Forge? Dans le fond, c'est sûr que j'étais un peu triste, si je peux dire, parce que comme tu l'as dit, c'est pas un rêve qui se brise, mais c'est sûr que l'objectif que j'avais dit, il est toujours là, parce qu'à la fin de la journée, c'est de signer pro. Mais justement, dans le rêve du début, si je peux dire, c'était de signer à Montréal. Donc, c'est sûr que ça a été un peu difficile, mais le truc aussi, c'est que moi, c'est entre cette discussion que j'ai eue avec Olivier Renard et la première journée où est-ce que j'étais à Forge, il y a peut-être eu un espace de 3 jours. Donc, tout s'est fait très, très, très rapidement. Ça veut dire que j'ai même pas vraiment eu le temps d'être triste, en fait, parce que la suite était déjà là. On était déjà dans la prochaine étape. Donc, je pense que ça m'a aidé justement à pas être trop triste et de déjà avoir pas un autre objectif, mais quelque chose d'autre directement là. Donc, je pense que ça a été quelque chose de bien, honnêtement. Alors maintenant, tu passes à Forge. Voilà. Et bon, toi, quand tu es arrivé, parce qu'on parle de 2022, je pense. Hein, 2021, ouais. Pardon. 2021. Donc là, ça fait déjà 2 ans que la Ligue elle existe. Voilà. Maintenant, toi qui as goûté un peu à l'environnement, donc avec la première équipe du CF et tout ça, mais moi, ce que je voudrais savoir dans un premier temps, c'est quoi les différences, tu vois, que tu as vues entre les deux. Et bon, après, est-ce que la CPL et tout ça a été déjà, tu vois, une ligue
vraiment professionnelle, proprement dite. Parce que ça aussi, c'est les échos qu'il y avait. Et que c'était que dans certaines choses et tout ça, ils étaient encore un peu à la traîne. Ce qui est tout à fait normal parce que c'était encore une nouvelle ligue. Mais toi, qui a vécu la chose, comment est-ce que tu as trouvé cet environnement-là? Bon, c'est sûr que, comme j'ai dit, quand tu sors d'un environnement professionnel et en plus en MLS, on sait qu'en MLS, les infrastructures sont très bien. Les académies, la majorité du temps, ils empruntent ce que la première équipe ils ont. Donc, on est habitué vraiment à avoir des gyms de haut niveau, des salles de récupération de haut niveau, une cuisine de haut niveau, etc. Et comme tu l'as dit, la CPL, c'était une nouvelle ligue. Donc, c'est sûr qu'il y avait quand même une petite différence entre les deux. Moi, j'ai été quand même assez chanceux. J'ai été à Forges, qui est selon moi le club qui est le mieux par rapport à tout ce qui est infrastructure. On a un très grand stade qui est le Tim Hortons Field, qu'on partage avec les Tiger Cats de Hamilton. Donc, par rapport à ça, on était bien. On avait notre propre vestiaire, un grand vestiaire. On avait notre salle de récupération, on avait un spa, on avait nos tables de thérapie, on avait notre terrain, donc on avait notre gym. Tout ça, pour moi, ça a été bien parce que Forge, eux, ils ont les infrastructures pour. Mais j'ai des amis dans d'autres clubs qui n'ont pas la chance d'avoir un grand stade ou qu'ils n'ont pas encore leur propre centre d'entraînement. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Mais encore une fois, on prend des équipes avec des budgets complètement différents, avec des histoires qui sont aussi complètement différentes. Tu as l'Impact qui est là, ou le CF qui est là depuis déjà plusieurs années, depuis les années 90, si je ne me trompe pas. Et tu as Forge qui vient d'être, pas Forge, mais la CPL qui vient d'être créée en 2018-2019. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines difficultés, mais on voit que d'année en année, ça vient de mieux en mieux pour chaque club. Et encore une fois, à Forge, comme j'ai dit, nous, on était déjà bien et ça continue à aller bien. Donc, pour ça, j'étais quand même assez heureux. Ouais. Mmh. Et alors, au niveau de tes performances, parce que c'est sûr que très, très rapidement, tu as commencé à marquer, tu as commencé à faire de très bons matchs et tout ça. Est-ce que tu te projetais déjà, tu vois, par rapport au fait de retourner en MLS, où tu t'es dit, on va y aller match par match, tu vois? Ouais, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, avec la discussion que j'avais eue avec le directeur sportif de Montréal avant, pour moi, l'objectif, c'était de vraiment faire une grosse moitié de saison parce que je suis arrivé en moitié de saison, dans le fond. Encore une fois, c'était encore la période COVID. Il y avait eu la bulle pour une moitié de saison et l'autre moitié de saison, c'était une saison normale. Mm-hmm. Donc, moi, je suis arrivé à la fin de la bulle, donc quand c'était rendu la saison normale. Donc, moi, vraiment, mon but, c'était de retourner au CF, puisqu'on avait dit que c'était peut-être une option, que ça allait pouvoir peut-être être fait. Ça s'est bien passé. Comme j'ai dit, j'étais en mesure de marquer à mon premier départ. J'avais peut-être joué 1 ou 2 matchs avant, mais c'était des rentrées de 10-15 minutes où est-ce que j'avais pu au moins goûter. Mais vraiment, à mon premier départ, j'ai mis un doublé contre Ottawa. Et ensuite, le match d'après, j'ai encore marqué. Donc, ça a été quand même assez bien. En plus, il y avait les journalistes qui commençaient déjà à parler un peu, à mettre un peu de hype. Donc, c'était quand même assez bien pour moi à ce niveau. Mais ça ne s'est pas nécessairement fait que je retourne au CF après. Je pense que Forge aussi, ils ont été assez contents que je puisse rester. Mm-hmm. Mais voilà, donc ça s'est bien passé au début. Ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, ça c'est plus à titre informel et sans toi à l'aise, tu vois, de dire écoute Guerlain, je préfère garder ça confidentiel. Mm-hmm. Mais au niveau de la masse salariale, parce que écoute, faut se dire les vraies choses. Quand on parle d'être un joueur professionnel, on ne parle pas forcément, tu vois, de gagner des millions, d'accord, parce que on est d'accord que ça c'est un groupuscule de joueurs. Ce que je veux dire par groupuscule, c'est vraiment on va dire un petit nombre de joueurs, tu vois, qui sont à ce niveau-là et qui arrivent soit parce que directement ils ont été impressionnants, tu vois, dans leur performance ou par rapport à leur expérience aussi. Mais moi, ce que je voudrais savoir surtout, c'est est-ce que le jeune joueur comme toi, comme dans ton cas,
celui qui arrive en CPL, est-ce qu'il est capable de vivre avec ce qu'il gagne? Je pense que, encore une fois, ça dépend chacun de leur contrat. C'est sûr que, bon, en CPL, comme j'ai dit, c'était un début. Honnêtement, l'argent, c'était pas vraiment un de mes... des facteurs qui m'ont poussé à aller à Forge. Pour Forge, c'est sûr que, comme j'ai dit, il y a eu Olivier Renard qui a été en mesure de me placer avec mon agent, bien sûr, en sortant du CF. Donc, c'est sûr que tu as un certain statut, si je peux dire, même si c'est presque rien parce que tu n'as encore rien prouvé. Moi, dans le fond, je voulais juste avoir une plateforme pour me faire voir, en fait. Donc, mon premier salaire, il a été quand même assez bas. Je ne vais pas le mentir, surtout maintenant que je suis rendu à un niveau en MLS parce qu'on commence un peu à voir c'est quoi vraiment des vrais salaires. Mais c'est sûr que pour mon premier contrat, c'était quand même assez, je ne vais pas dire difficile, mais c'était pas les millions comme on peut le croire parfois. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va évoluer à force et à mesure que la Ligue évolue, en fait. Plus que la Ligue grandit, et plus qu'il y aura d'années, plus qu'ils vont être en mesure de payer les joueurs avec des plus grosses sommes. J'ai encore des amis à moi qui sont en CPL et qui signent des nouveaux contrats avec de nouvelles équipes. Et il y a des joueurs qui ont maintenant des beaux montants que quand j'ai entendu pour la première fois, j'étais comme, je savais pas qu'il y avait des salaires comme ça en CPL. Donc, c'est sûr, je vais pas dire de chiffres non plus, ni de noms, mais ça s'enligne vers ça. Donc, est-ce que je pouvais vivre? Oui. Est-ce que c'était beaucoup? Non. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ça va être de mieux en mieux dans les années à venir. D'accord. Donc, je t'entends, hein. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas donner un chiffre exact. Est-ce que tu peux donner une fourchette? Tu sais, par exemple, je pense qu'en 2022, en 2021, le salaire minimum, il était de 22 000. OK. À l'année 2020... Ça, j'ai dit quelle année? 2022? Ouais, c'est ça. 2022. C'est ça. Et au début de l'année... ou au milieu peut-être de l'année 2022, ils ont tout fait monter à 30 000. Donc, et là, après, je suis parti, donc je ne sais pas trop c'est rendu quoi. Mais je dirais, ouais, de 20, 30 000 pour le début. Et je pense que peut-être le joueur le mieux payé, peut-être qu'il était aux alentours des 100, peut-être. Mais encore une fois, même pour ça, je mettrais pas ma main au four, mais aux alentours de ça. OK. Ça va. Non, mais parce que bon, comme tu le sais, la plupart des abonnés qui nous regardent sont des jeunes, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, tu sais, vraiment, et ça c'est quelque chose que je dis souvent, tu vois, c'est vraiment de leur donner leur juste, tu vois, par rapport à ce qui se passait. Bon, le fait, tu vois, que tu donnes une fourchette, ça leur donne quand même une idée, même si, comme tu l'as bien dit, et ça aussi c'est quelque chose que je mentionne souvent, c'est que c'est pas l'argent qui doit être le facteur premier, c'est pas ça qui doit te motiver en premier. Maintenant, donc, quelles sont moi je dirais les majeures différences aussi que tu as vues au niveau... parce que dans ton cas, c'est sûr que tu étais dans une situation différente. C'est vrai que tu avais fait le camp de préparation et tout ça avec le CF. Mais là, quand tu es passé à Forge, tu es vraiment entré dans la vie professionnelle. Mais maintenant, c'est quoi justement, tu vois, les changements que tu as dû faire dans ta vie, tu vois, par rapport à ça? Ouais, c'est... Comme vous l'avez dit, ça a été un changement. J'étais quand même encore... même si je m'entraînais avec la première équipe, j'étais encore un jeune de l'académie, dans le fond. Donc, j'avais mes horaires normales. J'allais à l'école le matin, je m'entraînais le soir. Mais du moment que je suis arrivé à Forge, on prend les entraînements le matin, comme toutes les équipes professionnelles ou presque. Et après, on a la journée qui est assez libre à partir de 2-3 heures. Mais vraiment, j'ai vraiment pu expérimenter, surtout avec Forge, c'est quoi vraiment être dans une équipe qui a des ambitions de gagner. Parce que aussi, assez rapidement, quand j'ai signé, j'ai dû partir, je pense que c'était pour l'Honduras. Parce que dans le temps, on avait ce qui s'appelait la CONCACAF League Cup, qui était une coupe, dans le fond, pour se qualifier pour la Champions League CONCACAF. Et puisque Forge, ils avaient gagné les saisons auparavant, c'était eux qui avaient la chance de participer à cette coupe.
Donc, on était vraiment dans un environnement où est-ce qu'on avait des objectifs, des ambitions, et on était là. Donc, ça m'a un peu appris à être vraiment dans cet environnement de gagnant et d'avoir vraiment des ambitions à chaque fin de semaine, parce qu'on avait cette compétition-là, on avait la CPL aussi qui roulait, c'est 2 compétitions différentes. Donc voilà, si je pouvais dire ça, c'est ce changement-là, parce qu'à l'académie, on est beaucoup axé sur le développement du joueur. On est axé sur... oui, on est un groupe, on veut gagner, comme j'ai dit, la USSD et tout ça, mais on est vraiment axé sur... on veut que tu développes en tant que joueur, tu es un attaquant, on veut que tu sois meilleur autour de la boîte, tu es un milieu de terrain, on veut que tu sois meilleur dans tes passes, prise d'informations, etc. Mais vraiment, au niveau professionnel, on dit un peu que c'est rendu des acquis, même si c'est pas nécessairement des acquis, mais il y a certaines choses que tu dois être en mesure de faire sans qu'on soit derrière toi à te le dire constamment, comme on peut le dire à l'académie. Donc, je pense que c'est vraiment cette différence-là. C'est qu'à l'académie, c'est le développement du joueur, mais en professionnel, on est plus axé sur les performances et les résultats. D'accord. Et bon, après, tu as continué ton évolution. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est que si on fait ton bilan vraiment à Freud, qui a été un bilan plutôt positif, tu as marqué à peu près 32 buts. Et dis-moi si c'est plus ou moins ça. En 93 rencontres. Voilà. Et c'est ça justement qui t'a ouvert les portes après, tu vois, pour que tu puisses intégrer l'équipe de Nashville en MLS. Alors, explique-nous un peu comment ça s'est fait justement pour que tu puisses intégrer Nashville, et puis félicitations parce que tu as atteint ton objectif, tu vois, qui était de retourner dans une équipe MLS. Donc, comment ça s'est passé tout ça? Donc c'est ça, dans le fond, j'ai eu 2 saisons et demie à Forge, où est-ce que ça s'est bien passé. Comme j'ai dit, dès ma première moitié de saison, j'étais en mesure de marquer. Saison numéro 2, ou voire 1,5, si je peux dire ça comme ça. Ça s'est bien passé. J'ai été nominé dans le top 3 des meilleurs joueurs moins de 21 ans de la Ligue. Malheureusement, je ne l'ai pas gagné. C'est un des coéquipiers à moi, justement, Chandria, avec qui j'ai grandi à l'académie, qui l'a gagné. Il était encore au CF, il était en prêt à Valor. Mais c'est lui qui l'avait gagné. J'étais content pour lui. C'est sûr que moi aussi je le voulais, mais j'étais content pour lui parce que, comme j'ai dit, j'ai grandi avec lui. On est ensemble depuis le début et je connais très bien ses qualités. Et puisque moi je suis un attaquant, lui c'est un 10, on était très très proches sur le terrain. Donc je sais c'est quoi ses qualités, je sais que c'est un très bon joueur, donc j'étais content pour lui. Mais bref, tout ça pour dire que cette année on a bien fait, j'ai été en mesure de marquer. J'ai été en mesure de marquer un triplé à un match. On a été en mesure de gagner la Ligue. J'ai été en mesure de marquer dans les 2 demi-finales. Puisque c'est aller-retour, j'ai été en mesure de marquer dans les 2 matchs de demi-finale. Donc ça s'est bien passé. Saison numéro 2 ou une saison 3, bref. Encore une fois, ça se passe bien. Là, je suis plus éligible pour les U21, mais je suis quand même dans les attaquants qui marquent le plus dans la ligue. C'est sûr que là, je suis un peu plus attendu, donc parfois c'est un peu plus difficile. Les défenseurs, ils ont un peu cet œil déjà sur moi, ou les coachs dans les trucs dans les meetings d'avant-match. Donc c'est sûr que parfois j'étais un peu à la loupe. Pas parce que je suis meilleur ou quoi que ce soit, mais juste parce que ça fait partie du jeu. Donc, il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile, mais j'ai quand même été en mesure de finir la saison encore une fois dans les joueurs qui ont le plus de contributions de but, avec des bonnes performances. Encore une fois, on gagne cette demi-finale-là. Cette finale-là, je veux dire, contre Cavalerie à Hamilton. Mais voilà, j'avais été blessé à la fin de la saison, donc j'avais pas été en mesure de jouer la demi-finale ni la finale de cette année-là. Mais encore une fois, les statistiques ont été bonnes pour moi, surtout pour les attaquants. C'est important de pouvoir marquer, mettre des passes décisives. Donc ça a été très bien pour moi. Et voilà, il y avait Nashville qui me regardait depuis un bout déjà, qui prenait de mes nouvelles. J'avais aussi d'autres offres, pas nécessairement offres concrètes, mais d'autres discussions avec d'autres clubs
en Europe qui étaient aussi intéressés. Mais je pense que le projet à Nashville était quand même assez intéressant. Surtout aussi avec la blessure que j'avais, ils étaient en mesure de me donner cette assurance-là que malgré la blessure, ils seraient prêts à me donner un contrat. Donc, vraiment, avec mes parents, mon agent, on a décidé d'aller vers Nashville. Alors maintenant, il y a cet épisode de Nashville qui commence. Déjà, dans quel état d'esprit tu es? Et puis, après, voilà, il faut se mettre au travail. Donc, c'est comment que tu as abordé tout ça? Ouais, dans le fond, comme j'ai dit, j'étais blessé vers la fin de mon temps à Forge. Donc, quand j'arrive à Nashville, déjà, je dois passer une opération au tibia parce que j'avais une fracture de stress au tibia. Donc voilà, j'ai dû passer une opération. Après l'opération, j'étais à Nashville. J'ai fait de ma réhabilitation là-bas avec le groupe, tout ça. Ça l'a bien été. C'était pas facile, mais ça l'a bien été. Et voilà, donc comme j'ai dit, j'étais blessé. Donc pour moi, pour eux, je pense que la meilleure des choses, c'était de vraiment commencer avec la réserve. Même si j'avais un contrat avec la première équipe, même si j'ai toujours un contrat avec la première équipe, pour eux, c'était mieux que je commence avec la deuxième équipe puisque j'avais pas joué depuis un bon moment, je reviens de blessure, etc. Et on a aussi cette passe internationale en MLS qui est très, très importante pour les clubs. Donc, quand des joueurs sont blessés pendant une longue période, surtout s'ils sont internationaux, ils préfèrent trouver une façon de pouvoir la donner à quelqu'un d'autre ou de pouvoir l'utiliser du moins. Donc, voilà. Donc, ma première année, ça s'est résumé à ça. J'ai été avec la deuxième équipe pendant le reste de la saison, dans le fond. Même si parfois, je pouvais m'entraîner avec la première équipe. Mais là, j'étais vraiment avec la deuxième équipe pour reprendre le rythme, reprendre mes repères sur le terrain, etc. Donc voilà. D'accord. Et justement, on en a déjà parlé aussi, mais ce serait bien qu'on connaisse un peu plus la situation des joueurs canadiens. Mais c'est ça. Donc, la réalité actuelle, c'est que quand tu es joueur canadien, si tu évolues dans un club qui est des américains, donc des États-Unis, on va dire par exemple Nashville, là où tu es, donc tu es considéré comme un joueur étranger. Exact. Voilà. Et est-ce que tu sais sur base de quoi donc ils ont décidé ça? Mais dans le fond, la ligue, c'est une ligue américaine. La MLS, c'est une ligue américaine. Donc je pense que avant tout, la ligue, elle est faite pour les Américains. Un peu comme la CPL, elle est faite pour les joueurs canadiens. C'est juste que Toronto, Montréal et Vancouver ont eu la chance d'avoir des équipes dans leur ville, malgré que c'est pas aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs canadiens, malgré tout, dans la ligue. Mais encore une fois, il y a cette règle, comme vous l'avez bien expliqué, qui est dans le fond les Canadiens qui évoluent dans des clubs qui sont situés aux États-Unis sont considérés internationaux. Mais par exemple, si j'avais signé à Montréal, puisque Montréal est situé au Canada, je ne compterais pas comme un joueur international. Mais les Américains, s'ils évoluent dans un club canadien, ils ne sont pas considérés internationaux parce qu'ils sont quand même dans la ligue, elle est quand même américaine. Exact. Donc les Américains qui évoluent à Montréal ne sont pas considérés comme internationaux. Exact. Est-ce que tu penses que la fédération canadienne essaie de faire quelque chose pour que ça change? Je ne sais pas vraiment si la fédération canadienne a vraiment un mot à dire sur ça, puisque la ligue, elle est encore une fois américaine. Je pense que c'est plus la fédération américaine qui a quelque chose à dire. Mais maintenant qu'il y a la CPL, ça m'étonnerait vraiment. Je pense que c'est pour rester, malheureusement pour nous. Mais je pense bien que c'est pour rester, puisque, comme j'ai dit, maintenant, il y a la CPL qui est déjà là. Donc voilà. Même, ou alors peut-être, ouais. C'est sûr que la fédération canadienne, ce serait un peu compliqué. Mais je me dis peut-être les franchises canadiennes. Parce que, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ce que je constate, c'est que, peut-être Montréal un peu moins, mais tu sais, une équipe comme Toronto, c'est une équipe qui, à un moment donné, a vraiment eu du succès, tu vois, dans cette ligue et l'a même gagné. Exact. Donc, par rapport à ce statut-là,
est-ce que tu penses que ça pourrait pas faire une différence? Là, c'est une discussion Ouais. qu'on a, tu vois, mais j'aimerais avoir un peu ton avis, tu vois, par rapport à ça. Ben c'est sûr que si les franchises, s'il y a une idée qui arrive à passer comme ça, c'est sûr que ça serait bien, je pense. Surtout pour, comme je l'ai dit encore une fois, pour nous qui sommes Canadiens, qui aspirent à aller peut-être en MLS ou dans une ligue vraiment de haut niveau. Pas que la CPL, c'est pas une ligue de haut niveau, mais il y a quand même des étapes. Je pense que la CPL est bonne pour une certaine période. Et si tu es en mesure de faire un bon travail là-bas, on peut peut-être aller en MLS, on peut peut-être aller quelque part d'autre. Donc, c'est sûr que s'il y a une idée, une façon que ça passe, ça serait bien. Mais encore une fois, je vois mal comment ça pourrait se faire, encore une fois, puisque maintenant, il y a la CPL et que les Américains, je pense que puisque la CPL est là maintenant, ils ne se cassent pas trop la tête avec ce qui est joueur canadien. Donc. Exact. OK. Et maintenant, donc, si je me réfère à ta situation, donc là, donc tu as pu, comment dire, faire ta reconvalescence, tu as rejoué des matchs. Là, maintenant, on va faire la pré-saison 2025. Voilà. Donc, c'est quoi tes objectifs maintenant pour cette année? Bon, ben déjà, de vraiment pouvoir être en mesure de vraiment être avec le groupe de la première équipe, de vraiment pouvoir jouer des matchs. Cette place internationale, elle est là, mais il faut quand même se battre pour. Parce que on en parle, mais c'est quand même une place qui est très, très convoitée et qui est très importante parce que c'est avec ces places-là que les clubs peuvent aller chercher des joueurs qui viennent du Brésil, qui viennent d'Europe. Donc, encore une fois, les clubs, ils voient ça vraiment avec des gros yeux. Donc, faut vraiment que je prouve que je mérite d'avoir cette place, même si je suis pas américain, même si je suis pas brésilien, français, bref, peu importe. Mais que même si je suis canadien, je peux avoir cette place-là. Et voilà, pouvoir enchaîner des matchs et de vraiment pouvoir m'établir comme joueur à nager, quoi. Alors, j'imagine que quand tu vois le succès que l'équipe nationale canadienne a eu, on va dire ces 2 voire bientôt 3 dernières années, ben notamment déjà avec, bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas passé le premier tour à la Coupe du Monde 2022, mais ils ont quand même fait de très très bonnes prestations, notamment contre la Belgique. Je veux pas qu'on parle plus de ça, tu vois, parce que c'était très 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 difficile à voir. Mais mais ouais, vous avez gagné quand même. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais regarde, moi je pense que ce qui a fait la différence dans ce match, c'est vraiment l'expérience. C'est vraiment l'expérience. Parce que tu sais, c'est ça les grandes équipes. Même quand elles jouent pas bien, elles parviennent quand même à être efficaces, tu vois. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose, tu vois, que l'équipe canadienne, qui était encore très très jeune, devait apprendre. Mais quand tu vois le succès qu'ils ont eu ces derniers temps, ben déjà le fait de se qualifier, de gagner contre les États-Unis, le Mexique, qui en général, les années précédentes, souvent quand ils jouaient le Mexique et les États-Unis, ils n'arrivaient pas à gagner. Donc ça, c'était déjà très très positif. Ce qui était aussi positif après, on l'a vu, la Copa América, demi-finale. Voilà, et puis tous les joueurs dont on a parlé tout à l'heure, qui maintenant commencent à s'imposer en MLS, mais aussi en Europe, tu vois. Donc moi, j'imagine que quand tu vois tout ça, c'est sûr que c'est quelque chose, tu vois, qui doit te motiver. Ouais, comme tu l'as dit, c'est une motivation. Après, je pense qu'il y a des étapes. Et c'est pour ça que quand tu m'as demandé, c'est vraiment ces étapes-là que j'ai dites, parce que c'est sûr que l'équipe nationale, elle a toujours été un rêve, dans le fond. Ça l'a toujours été là. C'est sûr que maintenant, puisque il y a des meilleurs joueurs, je pense que c'est l'association en tant que telle, elle a évolué. Il y a plus d'événements, des coupes, Copa América, la Coupe du Monde, etc. Ça met un peu plus de lumière sur l'équipe nationale. Mais voilà, il y a des étapes et je pense que la première étape, c'est de pouvoir s'imposer dans son club avant tout. Et après, je pense qu'on va pouvoir penser à potentiellement intégrer l'équipe nationale. Mais encore une fois, ça va par étapes. C'est comme j'ai dit au début avec les objectifs.
c'est étape par étape et à force de pouvoir passer les étapes, c'est là qu'on va pouvoir atteindre l'objectif. Je t'ai entendu parler à un moment donné et tu disais que tu avais eu des opportunités aussi pour l'Europe. Est-ce que l'Europe te fait rêver? Ça, c'est déjà la première question. Et puis, deuxième question, c'est quel club, si tu avais l'opportunité maintenant, tu vois, d'aller dans un club et tout ça, tu vois, et d'évoluer, ce serait quel club? Ben, c'est sûr, ouais. L'Europe, pour tout joueur de foot, je pense que c'est la place où on veut se rendre. Mais après, on dit l'Europe. Moi, quand je parle d'Europe, c'est pas n'importe où en Europe. Parce qu'il y a des pays où est-ce que tu vas aller, c'est pas trop ça, tu vois. Donc, tu sais, moi, quand je parle d'Europe, c'est la Belgique, la France, l'Espagne, les Pays-Bas. Vraiment des endroits où est-ce que le foot est très reconnu, l'Angleterre, tout ça. Donc, ouais, comme j'avais dit, il y avait des bonnes opportunités là-bas. Surtout pour la ligue dans laquelle c'était. Dans le fond, c'était bien pour des jeunes joueurs. Donc, ouais, ça fait rêver et c'est toujours un objectif. Après, le club en tant que tel, ben, moi, je suis un fan du Real. Tu vois, donc, le rêve ultime, ça serait le Real. Mais encore une fois, si c'est pour aller demain matin, j'irai probablement dans un club où est-ce que je sais que je peux jouer. Peut-être ça peut être une deuxième division. On sait que la deuxième division en France, c'est très, très bien. En Angleterre, c'est très bien. Même en Belgique. J'ai un de mes bons amis, Kwesi Poku, qui est rendu là-bas. Et de ce qu'il me dit, c'est très, très bien. Il y a même un de ses coéquipiers qui s'est fait transférer en Angleterre déjà. Donc, si je ne me trompe pas, c'est à Bournemouth. Ah ouais. Donc, il y a vraiment des opportunités là-bas. Donc, si c'était pour à partir de demain matin, c'est peut-être vers là que je me placerais ou peut-être une division 1 quelque part qui est quand même assez reconnue. Mais voilà. Mais justement, tu sais, tu as lancé Kwesi Poku. C'est sûr que moi, je le suis aussi un peu, tu vois. Mais toi qui, justement, as l'opportunité et tout ça, tu vas de lui parler. Comment ça se passe pour lui? Ça va bien. Ça va très bien. Ça s'est fait tellement rapidement. Tu sais, Kwesi, moi, je l'ai connu à Forges. Il était latéral. C'est ça qui est fou. C'est exactement c'est ça qui est fou. Tu sais, on a grandi. Je sais que lui, il a grandi à Toronto, donc à l'académie de TFC, où est-ce qu'il a vraiment évolué comme milieu de terrain, comme un 10 en fait. Okay. Donc, pour différentes raisons, à Nashville, il est venu, il était latéral. Et bon, moi, j'étais déjà à Nashville. Donc, au début de l'année 2024, dans le fond, il y a l'attaquant titulaire, si je peux dire, qui se blesse. Et même le backup, je pense qu'il n'était pas en forme. Il jouait peut-être pas, il était blessé aussi, si je ne me trompe pas. Et Kwesi, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un joueur qui est très versatile. Donc, comme je vous l'ai dit, il a commencé en tant que 10 à l'académie. Il était latéral, des fois, il jouait ailier. Et là, je pense qu'à cause de ses qualités physiques et techniques, le coach, à un moment donné, l'a mis en tant qu'attaquant de pointe. Et il a fait le taf. Et voilà, je pense aussi qu'il y a un peu de Dieu là-dedans aussi, parce que lui aussi, il est très croyant. Donc, ouais, ça s'est bien passé pour lui. Et il a été en mesure de marquer contre Toronto, contre Montréal en championnat canadien. Ouais. J'ai été voir le match. Ouais. Et franchement, il m'avait impressionné. Ouais. T'avais lui et t'avais Badi Banga. La Belgique, ça. C'est ça. La Belgique, oui. Mais franchement, les deux m'avaient particulièrement impressionné. Et même Hussein, t'as eu l'occasion. Hussein, je te dis bonjour. T'as eu l'occasion, tu vois, de parler aussi avec Hussein parce qu'il était avec moi ce jour-là. Okay. Et sincèrement, c'était vraiment les deux joueurs qui nous avaient impressionnés. Ouais, non, c'est vraiment des joueurs de qualité. Même Benny. Benny, ouais, c'est très très fort. Très 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 fort. Ouais. D'ailleurs, Benny aussi, un grand sapeur. Ouais, un grand. La sape, là, c'est son domaine. Vraiment, là, tout ce qui est fashion, vêtements, là, c'est très 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 propre. Ouais. J'ai vu ça. Ouais. Ah non, mais super. Mais la dernière question que je voudrais te poser, c'est quoi les 3 conseils? Et ça, c'est quelque chose c'est une question qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi les 3 questions? On va dire si tu avais 3 conseils, 3 conseils qui valent de l'or. Et
et qui selon toi pourrait aider un jeune justement à arriver au niveau supérieur? Ce serait lesquels? Déjà, d'être vraiment fort mentalement. Je pense que c'est le plus important. Parce que dans le foot, il y a tellement de situations qui se passent, des fois qui sont vraiment hors de notre contrôle. Et de trouver une façon de passer à travers et de quand même aller à l'entraînement et de ne pas montrer que en fait, ça t'affecte. Je pense que c'est très, très important. Par exemple, l'exemple qu'on a pris, par exemple, pour moi, qui était... J'ai pas pu intégrer la première équipe, j'ai pas pu avoir de contrat avec l'Impact dans le temps, mais de quand même pouvoir être en mesure d'être prêt pour aller quelque part d'autre. Je pense que c'est bien de pouvoir avoir cet aspect mental-là. Et ça, c'est pour toutes les situations qu'il va y avoir dans le foot et aussi dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a aussi de garder en tête que le foot, on a commencé parce qu'on aimait ça. C'était du plaisir. Dieu nous donne la chance de pouvoir vivre littéralement en jouant au soccer. Pour les joueurs professionnels, je parle. Donc vraiment, c'est une bénédiction et de vraiment garder ça en tête, que c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer au foot à tous les jours. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont blessés. Moi, quand j'étais blessé, je voyais mes amis s'entraîner. Ça faisait mal. Ouais, c'est sûr. C'est pas que je voulais qu'ils soient blessés ou quoi que ce soit, mais je voulais juste être là aussi avec eux, tu vois. Donc, il y a ça et de toujours garder ces objectifs-là qu'on a en tête. On a tous des objectifs, mais de vraiment les garder en tête, c'est le plus important. Parce qu'à la fin, il n'y en a pas beaucoup qui passent. Hein. Moi, dans ma génération, à moi, les 2001, on est 4 pros. Et 4, c'est beaucoup. Dans une génération, c'est énorme. C'est énorme. Il y a Jonathan Serrois qui est au CF. J'ai Zachary Fernandez qui est à Halifax. Et j'ai Cédric Toussaint qui est à Pacifique. Okay. Donc, les 3 des bons amis à moi, mais vraiment... on a été ces chanceux, si je pouvais dire, qu'ils ont été en mesure de passer. Donc voilà. Ouais. Super, super. Franchement, Oubens, un grand merci. Un grand merci. Et peut-être, c'est juste parce que ça me vient à l'esprit maintenant, je sais que tu as eu l'occasion aussi, tu vois, de venir nous rendre visite aussi un peu à NPG. Franchement, je veux dire, tu as vraiment été une grande source d'inspiration, non seulement pour les joueurs, mais même pour les coachs. C'était vraiment, vraiment spécial, tu vois, d'entendre ton témoignage et tout ça, tu vois, et tout ce par quoi tu es passé et tout ça, tu vois. Je trouve vraiment que tu as une détermination, tu vois, qui est hors norme. Et donc, je te félicite par rapport à ça. Merci beaucoup. Je trouve que tu es vraiment un exemple, en fait, tu sais, pour la communauté montréalaise du foot. Et, mais ce que je voudrais savoir, c'est comment tu as trouvé en fait les séances d'entraînement, tu vois, de NPG? Non, j'ai été agréablement surpris. Vraiment, moi, j'avais pas trop idée de ce que c'était. J'avais entendu parler un peu, mais je savais pas trop c'était quoi. Mais de vraiment pouvoir aller et de voir ce que c'est, je pense que c'est bien. Il y a des jeunes de qualité. Il y a des coachs de qualité. Donc, je pense que c'est, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un bon endroit pour les jeunes joueurs pour se développer, pour avoir des entraînements de qualité. Et que des fois, on n'a peut-être pas la chance de travailler quand on est en club, par exemple. C'est quand même assez axé sur, pas l'individuel, mais sur des trucs assez techniques, des trucs de base que parfois on oublie parce qu'on fait juste jouer dans le fond. Mais quand on parle de première touche, quand on parle de la technique de passe ou même la finition, il y a quand même assez de place pour faire des frappes. Je pense que c'est bien. Et aussi, je pense que les jeunes, ils ont aussi une réflexion derrière, comme quand on leur demandait qu'est-ce qu'ils ont appris. Même s'ils sont très jeunes, ils sont capables de dire « Ah, aujourd'hui, j'ai travaillé sur ma finition ». Donc, je pense que c'est bien parce qu'à la fin de la journée, ils doivent avoir appris quelque chose ou être meilleurs sur quelque chose. Et de voir qu'à un jeune âge, ils ont déjà cette réflexion-là, c'est bien. Et même pour les plus vieux aussi, c'est sûr que ça se fait un peu plus naturellement. Mais je trouve que c'est très bien. Super, super. Franchement, un grand merci. Merci encore une fois. À toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé.
La santé, c'est le plus important. Je sais que Dieu, il travaille sur la santé, ça c'est sûr, mais si on peut me souhaiter quelque chose, c'est la santé. Début hein, pour les attaquants. Début, mais sinon, ça serait vraiment ça. Et le reste, je m'inquiète pas. Donc, la santé et début. Ok, super. Ben écoute, moi, ce que je te souhaite, c'est que tu sois le meilleur buteur en MLS. Voilà. Qui sait? Pourquoi pas? Hein? Ça serait vraiment pas mal. C'est ça. Et puis, non, franchement, encore un grand merci. Et c'est sûr qu'on va continuer à te suivre et tout ça, et on va t'encourager. Et merci aussi pour le soutien que tu as apporté à NPG et puis le temps aussi, tu vois, que tu nous as donné. C'est vraiment grandement apprécié. Merci à toi, vraiment. Voilà, donc nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Et comme je vous l'ai toujours dit, nous, de notre côté, on va continuer à essayer de faire en sorte de vous donner des interviews de qualité. Donc, restez connectés et restez forts.